Merci de choisir Star 21 TV pour vous informer et bienvenue à tous dans cette édition d'information. À la une de l'actualité, les jeunes leaders de l'Axe ne décolèrent pas suite à la mort du jeune élève Mamadou Seydou Diallo, tué par balle dans la soirée du mercredi 2 septembre 2020. Un drame survenu suite à une répression d'une manifestation des jeunes anti-troisième mandat par les services de sécurité. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Le ministre de la Santé a inauguré ce vendredi 4 septembre 2020 les locaux de l'unité d'appui et de gestion à la coordination des programmes et projets du ministère de la Santé. Les Échos, c'est dans ce journal. Une brève politique pour commencer ce journal. Le Parti de l'Espoir pour le développement national n'ira pas à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. C'est une décision politique prise par l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, président du PDN. Lansana Kouyaté a décidé ainsi sans surprise de boycotter ce rendez-vous électoral majeur. C'est une première depuis sa création il y a une décennie. La caution payée par les femmes du RPG Arc-en-Ciel pour la candidature du président Alpha Condé continue à alimenter les débats au sein de la classe politique guinéenne. Ces femmes se disent être prêtes pour accompagner leur champion jusqu'à sa réélection le 18 octobre 2020. C'est un reportage de Noumoussou Doumbouya et Ibrahima Khalil Silla. Walou Ahaha Waliragnon, c'est le slogan des femmes de la mouvance présidentielle et partis alliés. Ces femmes ont cotisé un montant de 800 millions de francs guinéens pour payer la caution pour la candidature du président Alpha Condé. Elles sont motivées à accompagner leur champion avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. De continuer à s'investir dans les jeunes, parce que c'est le futur de notre pays, et ainsi que les femmes, parce que nous sommes l'avenir de ce pays. De continuer à travailler sur tout ce qui est les routes de la Guinée, dans l'énergie, bien sûr, que nous avions eu la chance d'aller voir Swapiti et Kaleta. Nous sommes à l'attente de voir la finition de ce grand projet qu'il a entamé pour que la Guinée soit vraiment un pays émergent dans la sous-région. C'est une impression de joie et de réussite en même temps pour le président de la République, parce que si les femmes guinéennes ont décidé de payer sa caution pour les élections prochaines, c'est qu'il est en train de bien travailler et les femmes guinéennes sont fières de lui. L'initiative de cotisation des femmes pour accompagner le président Alpha Condé est un acte démocratique sous les yeux du vice-président du parti RFD, un allié de la mouvance présidentielle. Déposer la caution du président de la République, ce n'est pas aussi, comme on aime le dire, ce n'est pas fait dans la mamaya, c'est tout à fait normal, c'est logique et c'est un droit. Chacun peut apporter quelque chose. Et il suffit tout de suite, ils diront que bon, le président de la République, le parti au pouvoir a utilisé l'argent de l'État. Mais maintenant, voilà la preuve qu'il a des citoyens sûrs et certains qui aujourd'hui qui viennent à supporter les frais et les dépenses de leur PG Arc-en-Ciel. Et plus les alliés aussi qui sont là, des partis politiques. Donc il ne faut pas tout le temps créer des situations vraiment qu'on ne peut pas, je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est tout à fait normal. À date, 6 candidats ont déposé leur dossier de candidature pour la course pour le fauteuil présidentiel. D'autres partis, gros calibre de l'opposition, pourraient emboîter également les pas avant le 8 septembre, la date butoir pour le dépôt des candidatures. Ce geste politique des femmes du RPG Arc-en-Ciel est hautement apprécié par les cadres du parti. Pour Elhadj Mamadi Keita, le président Alpha Condé mérite une assistance sans faille de tous les Guinéens, vu les multiples projets réalisés par leurs candidats. Suivez. Lorsqu'il y a des mouvements de ce genre, surtout concernant les élections présidentielles, alors il revient à chaque Guinéen, à chaque Guinéenne, de voir un peu le cursus ou le programme ou le plan d'action de chaque candidat et en fonction de cela, voir qu'est-ce qui vous semble être la meilleure proposition et en fonction de cela, vous pouvez, dans l'intérêt supérieur bien sûr de la nation
essayer d'apporter votre soutien à cette candidature. Bon, écoutez, depuis déjà, je peux dire que depuis le début de l'indépendance, c'est-à-dire la Première République, nous avons eu l'occasion de suivre de près tout ce qui s'est passé dans ce pays, toutes les réalisations qui ont été effectuées dans ce pays. Et donc, nous avons eu l'occasion de faire des comparaisons entre ce qui a été fait par les uns et les autres. Donc, c'est en fonction de cela que nous nous sommes bien sûr orientés, que nous avons dit, que nous avons pensé que celui qui a fait ce travail que nous vivons aujourd'hui, des réalisations qui ont été effectuées, que si on lui laisse continuer, ça peut permettre à la Guinée, effectivement, de sortir de l'ornière et d'être parmi les pays émergents d'Afrique. Vous savez, le pays, ou bien le monde est en perpétuel développement. On ne peut pas tout faire à la fois. Ce n'est pas possible. Chacun vient, il fait ce qu'il peut faire, il part, il y a d'autres qui viennent effectivement à sa place. Bon, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce que nous vivons dans notre pays, quand je prends un peu le domaine de l'électrification, quand vous prenez le domaine, par exemple, des routes, quand vous prenez également même l'urbanisation de la ville, vous êtes des journalistes, quand vous prenez la Guinée, il y a 10 ans, Conakry en image, et vous comparez aujourd'hui à Conakry d'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a une très grande différence. Et quand vous voyez le nombre d'universités, le nombre d'hôtels, le nombre d'infrastructures d'une manière générale, et moi je pense que c'est largement suffisant. Je vous le disais au sommaire, le ministre de la Santé a inauguré ce vendredi 4 septembre 2020 les locaux de l'unité d'appui et de gestion à la coordination des programmes et projets du ministère de la Santé. Ce département a pour objectif d'améliorer le taux d'absorption des fonds extérieurs et éviter à l'État le remboursement de fonds que les partenaires octroient à la Guinée. C'est un reportage de Yayo Moubari et Ibrahima Kalissila. Cette nouvelle structure du ministère de la Santé a été mise en place pour régler les inefficacités par rapport à la gestion financière de certains programmes et apporter une transparence à la gestion des fonds destinés aux 10 programmes. Le ministère de la Santé avait quelques difficultés, non seulement dans l'absorption des fonds qui étaient mis à disposition, ceci nécessitait des fois des manques de devoirs qui étaient à l'origine de certains remboursements de l'État, dû à la mauvaise gestion, à la mauvaise compréhension de la procédure de certains partenaires, parce que chaque partenaire a sa procédure. Donc, le fait que cette unité de gestion soit créée, cela va permettre au ministère de la Santé d'avoir une réelle visibilité de la gestion de ces différents financements. Ce service d'appui va permettre au ministère de la Santé et ses partenaires de travailler en symbiose sur l'efficacité de l'aide financière pour mieux gérer les programmes de santé. Une initiative qu'apprécie le représentant de l'OMS en Guinée. Comme vous le savez, de nombreux partenaires bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, le Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH, l'initiative Gavi pour la vaccination et d'autres fonds comme la Fondation Bill et Melinda Gates injectent dans le pays des montants importants pour améliorer les indicateurs de santé. Avec chaque programme qui vient avec son unité de gestion ou chaque bailleur qui a son unité de gestion. Quant au coordinateur de cette unité, il précise que son service travaille en étroite collaboration avec les autres services du ministère de la Santé. Compte tenu de tout ce que nous avons vécu ces dernières années, je voudrais d'abord rassurer que ce n'est pas un ministère bis qu'on est en train de créer. C'est un département, c'est un service d'appui, comme les autres services d'appui du département. Donc c'est un service d'appui du ministère de la Santé. Donc pour moi, la première stratégie, c'est de faire comprendre à tout le monde que nous ne sommes pas en train de créer une structure parallèle. Ce n'est pas un ministère bis, c'est un département du ministère de la Santé. Et la deuxième chose, comme son nom l'indique, c'est un service d'appui. Ce n'est pas un service qui va faire le travail des structures existantes. Les services, au contraire, seront appuyés par cette unité pour que chacun soit capable de mieux faire la coordination et la gestion. Et cela s'étale jusqu'au niveau des programmes et les différents projets du ministère de la Santé.
Cette structure de gestion va aider le gouvernement à diminuer les difficultés dans le remboursement des fonds mal gérés octroyés par ses partenaires et maintenir sa crédibilité, a souligné le coordinateur du dit projet. Les jeunes leaders de l'Axe ne digèrent pas la mort du jeune élève Mamadou Seydou Diallo, tué par balle dans la soirée du mercredi 2 septembre 2020. Un drame survenu suite à une répression d'une manifestation des jeunes anti-troisième mandat par les services de sécurité. Notre rédaction a rencontré ce vendredi 4 septembre 2020 le président de la plateforme des jeunes de l'Axe pour la démocratie et le développement. C'est un reportage de Jeannette Akou Agoudri. Depuis l'annonce de la candidature du président Alpha Condé, la tension monte crescendo dans les quartiers réputés être proches de l'opposition. Les violences ont entraîné pour la énième fois la mort par balle d'un jeune élève de la 10e année au quartier Amdalaï dans la commune de Ratoma. Un autre meurtre que fustige cet activiste de l'Axe. La position de la PJDD est que nous constatons avec amertume qu'il y a des jeunes qui sont en train d'être tués par balle dans cette zone. Et jusqu'à preuve contraire, les unités censées détenir les armes de façon légale, conformément à la loi, c'est la police et la gendarmerie. Et le cas le plus récent, c'est le cas de Mamadou Seydou Diallo, avant-hier nuit, qui a reçu une balle aussi dans la tête. Selon les informations que nous avons reçues, parce que dès que le jeune a été tiré, moi j'ai été appelé directement, j'étais sur les lieux, et il a été tiré aussi au niveau de la tête. Il a succombé avant même qu'on arrive à l'hôpital sino-guinéen. Donc aujourd'hui, je pense que trop c'est trop, on a atteint un certain niveau, le nombre de décès, le nombre de morts par balle a atteint la barre de 200 et quelques jeunes dans cette zone. Depuis 2010 à nos jours, bien sûr. Poursuivant, ce jeune leader de l'Axe déplore le comportement non professionnel des agents de la police et de la gendarmerie sur le terrain. Selon Ibrahima Aminata Diallo, ces hommes en tenue continuent à endeuiller des familles qui habitent l'Axe Amdalaï, Bambeto, Koza et Wanindara. Et nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, dans cette zone, nous avons décidé qu'il faut qu'il y ait l'autopsie sur le corps des jeunes. C'est ainsi donc, on s'est rendu dans cette famille et on a essayé d'échanger avec les jeunes. Difficilement, on est parvenu à les convaincre, mais finalement, on a réussi à retirer le corps dans les mains des jeunes pour l'envoyer à Ignace Dine à des fins d'autopsie pour ouvrir une enquête. Parce qu'on ne peut pas continuer à enterrer les gens qui sont tués par balle et que cela reste dans les oublis. Aux dernières nouvelles, la dépouille mortelle du jeune Mamadou Seydou Diallo serait à la morgue de l'hôpital Ignace Dine pour des fins d'autopsie. Direction à l'intérieur du pays, la salle des conférences du bloc administratif préfectoral de l'Abbé a abrité une réunion d'information et de partage sur les modalités d'installation des différents conseils des quartiers et de districts de la préfecture. La rencontre a regroupé autour du préfet de la localité l'ensemble des maires, des sous-préfets, des responsables des partis politiques et des représentants des candidats indépendants lors des élections communales du 4 février 2018. C'est une dépêche de notre correspondant basé au Fouta. Au cours de cette rencontre entre acteurs concernés par la mise en place des conseils de quartier et de district dans la préfecture de l'Abbé, le préfet de la localité a exprimé ses vives préoccupations quant aux critères de sélection des représentants de la population à la base. Ne pas faire un choix de conseiller ou de président de district ou de quartier par affinité. Des gens qui ne savent ni lire ni écrire, en les prenant parce que ce sont des parents, certainement ce serait retarder le quartier ou le district. Des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes qui ont un âge très avancé, alors que la jeunesse peut être présente partout, serait un tort qu'on fait à ce quartier en prenant quelqu'un qui n'est vraiment pas à la hauteur. Ces préoccupations sont partagées par le maire de la commune urbaine de l'Abbé. D'abord, ce que je tiens à rappeler moi-même en tant que maire central,
mon souhait serait que les conseils qui seront choisis, surtout les présidents, que ce soit des cadres en tout cas, capables d'élaborer ou en tout cas de proposer un plan de développement pour leur quartier ou pour leur localité. Parce qu'il faut rappeler que le programme de développement local est élaboré à partir de la base. C'est l'expression même des citoyens à la base qui nous permet d'élaborer notre PDL. Donc si les conseils qui sont choisis à la base ne sont pas efficaces, le conseil communal, la commune, la mairie aura du mal à fonctionner. La vice-maire de Dara-Labé, Madame Kamara Aminata Bari, a mis l'occasion à profit pour plaider la cause des femmes dans la répartition des sièges au sein des futurs conseils de quartier de district de la préfecture. Il est à préciser que les acteurs concernés par ce programme de mise en place des conseils de quartier et de district ont jusqu'à la semaine prochaine pour déposer les différentes listes retenues à une commission spéciale installée au siège de la préfecture de l'Abbé en vue de vérification de la conformité avec les textes en vigueur en République de Guinée. Les fidèles musulmans de Guinée ont repris le chemin des mosquées ce vendredi 4 septembre 2020. Fermées plus de 6 mois à cause de la pandémie du coronavirus, toutes les mosquées ont été réouvertes suite à une décision du secrétariat général des affaires religieuses. Juste après la prière de vendredi, certains citoyens ont livré leurs sentiments. Mais respecter kadi ko wi a kon fof men adduno bidon jidi men jo'ine dambude jaami on fof men wi kala naato ka jaami ga ko yo soodo Allah di jama o respecter dum don naata ka jaami men wi kadi yimbe ben ko be joodo be acca distance wono 1 metre hakkunde yimbe be dum don kadi wada tawano joodora non dum kadi mankali jama on heewi seeni ga heewi tef ka jolirde ka yaasi ga kadi heewi. Nous disons Dieu merci, alhamdulillah rabbil alamin. Dieu nous avait privés de notre lieu de culte qu'on appelle la mosquée. Et aujourd'hui, avec sa volonté, il nous a encore autorisé de venir réouvrir pour une seconde fois. Donc tous les musulmans et musulmanes, nous sommes tous contents aujourd'hui pour la réouverture de la mosquée. Louange à Allah qui nous a permis aujourd'hui de vivre ce moment, un moment de bonheur, parce que franchement on était tellement tristes. Il y a des mois qu'on n'a pas prié à la mosquée, surtout la prière de vendredi qui est une prière très importante pour le musulman. Donc il faut le dire qu'on est vraiment très content aujourd'hui d'avoir effectué cette prière à la mosquée. Et il faut le signaler que nous là on a prié. Tout était respecté, les gestes barrières, il fallait se laver les mains, il fallait porter le masque, il fallait laisser une distance entre les gens. Donc du coup, en tout cas dans la mosquée c'était respecté. Un appareil pour voir la température des gens, donc disons que ça s'est très bien passé. Moi je pense que je veux sûrement lancer un appel à l'État. C'est bien de fermer les mosquées pour peut-être prendre des dispositions, mais moi je pense qu'il vaut mieux prendre cette disposition qui est prise aujourd'hui pour permettre aux musulmans d'aller à la mosquée. Tando ala nyamenka bijuma bla an hargero ambra wati kuna janke ante juma salla mesri kono yo sali tolu alo yana ani jankaro ni franyo na mutu aye alaihina slamalla bimbao ni bodunya kuna sandi si bato kala bato kedia na ye mesri kono ladi. Je me réjouis de l'acte et des mois, je veux dire des mois d'attente sans aller à la mosquée, c'était pas bien. C'est quelque chose que je trouve de très nécessaire et important. Et je pourrais dire à tout le temps chacun de partir avec son masque et ses bavettes, de se laver les mains avant de rentrer à la mosquée et de respecter la distance. Le Kuntigi de la Basse-Guinée accuse le pouvoir en place d'être à la base des manifestations survenues dans la commune rurale de Bouramaya Tanene. Une accusation rejetée en bloc par le maire de la dite commune rurale. C'est un reportage grand format de Sayon Kamara. Au cours des événements de Tanene, en début de semaine, on a enregistré plusieurs blessés et des dégâts matériels importants dans les rangs des manifestants. Selon Elhadji Serouna Souma, cette manifestation a été causée par les autorités qui ont voulu étouffer la réunion des coordinations régionales.
Certaines personnes ont fait des déclarations de soutien au troisième mandat en notre nom à Conakry. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une réunion de concertation entre les 4 coordinations des sages du pays. C'est ainsi que nous avons vu des agents venant de la présidence pour nous jeter des gaz lacrymogènes dans ma cour. Nous avons conclu de ne pas soutenir un troisième mandat d'Alpha Condé, car c'est anticonstitutionnel. Toute personne qui soutiendra ce projet contribuera à la destruction de la Guinée. Accusé d'être à la base de la descente inopinée des agents de force de maintien d'ordre au domicile du Kuntigi de la Basse-Guinée, le maire de la commune se défend en ces termes. L'acte qui s'est passé ici a surpris même la mairie. Nous avons vu la réunion chez le Kuntigi. Cependant, la loi demande à tous les citoyens d'adresser une lettre d'information aux autorités locales 3 jours avant la tenue d'une réunion. C'est au niveau de la station que j'ai aperçu une équipe de jeunes manifestants qui portaient des t-shirts anti-troisième mandat et de Selouda Diallo. Tout au long de leur trajet, ils profèrent des injures grossières à l'encontre du président Alpha Condé et à ma propre personne. Dès là, ils se sont rendus à la base militaire pour s'attaquer aux agents installés là. C'est de là que tout a commencé. La coordination régionale de la Moyenne Guinée était également à Tanene pour magnifier sa désapprobation sur le projet du troisième mandat en Guinée. Une coordination qui milite pour l'alternance démocratique en Guinée. La population guinéenne n'est pas folle. C'est une population responsable. Mais actuellement, l'État utilise la politique de diviser pour régner. Je demande aux Guinéens de préserver leur dignité, surtout prendre leurs responsabilités et s'entretenir avec les différentes coordinations de la Guinée pour prendre les solutions qui prévaut aujourd'hui. Un calme précaire régnait dans la cité au moment où nous quittons les lieux. Même si les forces de l'ordre et partisans du Kuntigi de la Basse-Guinée se regardaient en chiens de faïence. Et puis sport, dans ce journal, le club parisien a dénombré jeudi 3 septembre 2020 3 nouveaux cas positifs, ce qui porte à 6 le nombre de cas positifs chez les champions de France. D'autres tests sont attendus ce vendredi. On fait le point avec Ousmane Kabakita. Après la contamination d'Angel Di Maria, de Leandro Paredes et de Neymar, la Covid-19 continue de sévir au sein de l'effectif du club parisien. Le club a annoncé 3 nouveaux cas positifs ce jeudi 3 septembre 2020. Il s'agit du portier Keylor Navas, du milieu Marquinhos et de l'attaquant Mauro Icardi. Alors que le PSG doit débuter la saison de Ligue 1 2020-2021 contre Lens au compte de la première journée et l'OM son rival éternel au compte de la deuxième journée, respectivement les 10 et 13 septembre 2020. D'après le protocole actuel, le report d'un match peut être prononcé lorsque 4 joueurs sont testés positifs dans une même équipe, sur une période de 8 jours glissants. Mercredi dernier, le conseil d'administration de la Ligue a validé l'idée qu'une équipe doit avoir 20 joueurs non contaminés pour pouvoir jouer un match, à savoir désormais si les services de l'État vont valider cette requête. Après que plusieurs médias annonçaient les négociations entre le Bayern et le FC Barcelone pour un recrutement définitif du joueur, le géant allemand a officialisé ce mercredi que le Brésilien ne jouera pas sous ses couleurs cette saison. Philippe Coutinho quitte le FC Bayern après avoir passé une saison en prêt. Le milieu offensif aura discuté avec les Bavarois, 38 matchs toutes compétitions confondues, dont 22 titularisations, 11 réalisations et 9 passes décisives. Avec le Bayern, il a remporté un triplé historique, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et surtout la Ligue des Champions, dont il a été décisif en quart de finale 8-2 contre son club le Barça, en marquant un but et en délivrant une passe décisive. Dans un communiqué, le Bayern a annoncé le départ du Brésilien et tient à saluer ses performances.
Nous remercions infiniment Philippe Coutinho avec sa créativité et son excellence technique. Il a dynamisé notre jeu au cours de cette saison du triplé. Il a prouvé que la décision de le recruter cette saison était bonne. Même si le Bayern et Philippe Coutinho se séparent après avoir passé une saison ensemble, son engagement à Munich a clairement montré à quel point il était un joueur exceptionnel. Il peut à juste titre être fier de sa contribution au triplé, en particulier lors de la finale de la Ligue des Champions à Lisbonne, a déclaré Hassan Salihamidzic. À présent, vous êtes dans votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Suivez. Beaucoup de dégâts. Et pour nous, on ne sait pas à quelle mesure que si la Guinée va prendre au niveau des enfants, surtout moi, parents d'élèves, j'ai beaucoup d'inquiétude sur ça. Beaucoup. Si il faut mettre des mesures sanitaires, là c'est bon. S'il ne pourrait pas prendre précaution au niveau des mesures sanitaires, ce sera catastrophe. C'est normal, l'État doit ouvrir les écoles et tout en respectant les mesures d'hygiène et pour ne pas que la contamination soit encore et devienne de plus en plus et prendre une ampleur. Donc nous demandons à l'État de rouvrir les écoles et puis les élèves qui n'ont pas terminé leur programme. akata o mali wonga de kayani wonna fala mana le na kan fala wonga won protéger wonga distance wonga won makoya wombura wonga menga sai na kan yokolo won mali kira afanyira e ka won mali nera. Par rapport à la réouverture prochaine comment on l'appelle de cette pandémie, moi je pense que c'est tout à fait normal parce que quand je prends comme on appelle, dans certaines comme on appelle puissances, les grandes puissances, ils ont vraiment, malgré il y a eu des décès là-bas, mais ils ont pris le courage vraiment de réouvrir les classes. Donc pourquoi pas la Guinée et certains pays même africains. Donc moi je demande même pourquoi le gouvernement a mis tout ce temps pour ne pas vraiment réouvrir comme on appelle les classes. Parce que quand vous prenez les écoles privées, par exemple, ils ont étudié jusqu'au mars. Les gens disent qu'ils ont étudié jusqu'à 3 mois. Mais par rapport, quand on prend les écoles privées, moi par exemple, mes enfants se trouvent à les écoles privées. Donc ils ont fait 6 mois à peu près, jusqu'au mois de mars. Ils ont étudié intégralement. Donc moi vraiment, je suis pour la réouverture et je dirais même que vraiment l'État a mis beaucoup de temps pour réouvrir. Moi je pensais même le mois de juin là, pendant ce mois de juin là, on allait vraiment essayer de réouvrir, comme on appelle, les différentes classes pour que les enfants puissent étudier. La première question, est-ce qu'il y a rupture ou brisure de chaîne de contamination? Et voyant les statistiques de l'ANSS, je ne crois pas que la pandémie est bien maîtrisée. Alors ça serait un risque. Premièrement, le climat même n'est pas favorable. Avec l'hivernage, nous avons certaines classes qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de fenêtres et ils n'ont pas aussi des ampoules. Ça serait un risque pour les enfants, comment ils peuvent étudier dans ces conditions. Ne prenons pas Conakry, c'est la Guinée, une décision nationale, donc ça veut dire que même la forêt. Et pendant l'hivernage, la pluviométrie est grande en Guinée. Ça serait un risque. Comment les enfants qui ont même du mal à avoir de bons sacs peuvent avoir leur cahier protégé sous la pluie. Comme l'État ne veut pas, ils ne veulent pas qu'on décrète une année blanche, comme les autres pays de la sous-région, les écoles ont commencé à ouvrir là-bas. Peut-être l'État aussi veut coûte que coûte ouvrir les portes des écoles guinéennes aussi. Il ne veut pas que les enfants ratent l'examen 2020-2021. Vu aussi la situation sanitaire, à mon niveau, bon, ils n'ont qu'à ouvrir les écoles. Seulement respecter les gestes barrières.
la distanciation, le lavage des mains, la prise de température des élèves. Respecter les gestes barrières en un mot. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous pour l'attention et prenez soin de vous. Bonsoir.